Ok, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Felgine et je travaille chez Faber Novel du coup. Et merci à Vincent de m'avoir fait une belle introduction sur les tests. Je vais aussi vous parler de tests et moi sur des tests de vue en fait. Et pourquoi j'ai envie de parler de tests de vue? Parce qu'on parle beaucoup de tester du métier, mais la majeure partie quand même de notre travail en tant que développeur mobile, c'est de faire des vues qui sont utilisables par l'utilisateur. Et donc je pense que ça vaut le coup de regarder comment on peut faire ça. Tout d'abord, je vais parler de tests unitaires et pas de tests d'UI. Donc bien voir la différence. Grosse différence, c'est surtout que si on prend la pyramide des tests, les tests d'UI tels que les propose Xcode se trouvent en haut de la pyramide. Donc c'est des tests qui sont longs à écrire et longs à run. Pour ceux qui ont déjà essayé d'en écrire, vous savez de quoi je parle. Et les tests unitaires sont censés être des tests faciles à écrire et surtout très rapides à passer. Donc on peut facilement les lancer plusieurs fois en faisant du TDD ou quoi. Donc le but c'est aujourd'hui de parler de tests unitaires. Alors qui dit test de vue dit déjà une vue. On va prendre un exemple tout au long de ce talk qui sera cette cellule. C'est une cellule assez basique, imaginons dans une application de news. On a 3 labels, un pour la date, un pour le titre, un pour la source, et puis une image sur le côté. Si on regarde un tout petit peu l'implémentation de cette cellule, c'est juste une sous-classe de UITableSL, rien de bien compliqué. Vous avez du coup des autlets où vous pouvez créer votre classe en code, n'importe. Ce qu'on fait par contre chez Faber Novel, c'est qu'on crée une structure qu'on appelle un view model, qui n'est pas du tout le view model dont a parlé Vincent juste avant. C'est juste une structure toute bête où on va définir quelles sont les données qu'on va ensuite mettre dans notre vue. Et donc ça nous permet en fait d'avoir un seul point d'entrée dans notre vue pour la configurer entièrement avec une méthode configure et on lui passe le viewModel et elle va mapper tous les champs du viewModel dans son UI. Voilà, ça sera utile pour la suite, vous le verrez. Donc comment on teste cette vue si on doit la tester? Il y a deux méthodes. La première, elle est assez connue dans le monde iOS, c'est de faire en fait ce qu'on appelle un test de snapshot. L'idée est assez simple. On prend en photo notre vue dans un état, on la met dans un état, on la prend en photo et on sauvegarde cette photo sur le disque. Ce sera notre photo de référence. Et par la suite, on reprend notre vue en photo. Et si elle correspond à la vue de référence, le test passe. Si par contre, entre-temps, on a fait un refacto et que on a des marges qui sont plus les bonnes ou un titre qui est trop long, ou je sais pas, et le test fail. Et on peut même avoir un diff entre l'image qu'on a prise, la photo du test et la photo de référence, donc qui ressemblerait à ça dans ce cas-là. Donc ça c'est super pratique pour tester que l'utilisateur va tout le temps voir la même chose avec la même entrée sur votre vue. Le problème qu'il peut y avoir aussi, c'est que c'est assez sensible aux modifications d'UI qui des fois sont pas de votre fait. Par exemple, si vous changez de version d'iOS, ils peuvent mettre à jour des composants d'UI et ça casse tout le test de snapshot. Donc voilà, à garder en tête. Et la deuxième manière de tester une vue, c'est de se dire qu'on va pas regarder, on va pas se focus sur ce que voit l'utilisateur, mais plus sur est-ce qu'il va y avoir des problèmes dans la vue au niveau du layout. Donc on va tester le layout de cette vue. Comment on pourrait faire ça? C'est dire par exemple, je veux que tous mes labels soient alignés de la même marge sur la gauche, que mon image view elle soit pareil, elle ait des marges cohérentes à droite, à gauche, et en haut, en bas et à droite, et qu'il y ait aussi une marge qui soit supérieure à tant de pixels entre mes labels et mon image. Donc ça, il y a d'autres choses aussi qu'on peut tester. On peut tester qu'une vue ne sort pas de sa super vue, qu'une vue ne rentre pas en conflit avec une autre vue à côté, donc qu'il n'y ait pas d'overlap en fait de sous-vues, choses qui font des glitches pour l'utilisateur et qui est jamais agréable à regarder. Et donc là, on ne se concentre pas du tout sur ce que voit l'utilisateur, mais plus est-ce que la vue a réussi à se layout correctement. Donc on verra en détail ensuite ces deux manières. Et là, je voudrais juste revenir sur comment on écrit un test de vue en code. C'est un peu petit, je suis désolé pour ceux qui sont au fond, mais je vais tout expliquer. Donc on crée une fonction de test, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on va créer déjà l'état de notre vue. Donc ici, c'est notre view model. Donc on reprend les valeurs que je vous ai montrées dans l'exemple juste avant. Ensuite, je crée ma vue, donc je la récupère soit d'une classe, soit d'un zip, peu importe. Et puis je lui mets une background color et une frame.
Et ensuite, je passe mon ViewModel à la vue pour qu'elle puisse se configurer et mapper bien tous les champs dans ces éléments du UI. Et enfin, je layout ma vue pour qu'elle prenne la taille qu'elle a besoin. Et à la toute fin, là enfin, je peux soit faire mon test de snapshot, soit faire mon test de layout. Donc j'ai volontairement pas écrit le code de ça parce que je veux plus me concentrer sur les idées en fait d'un test du UI plus que sur l'implémentation. Et je mettrai à la fin tous les liens vers les librairies que vous pouvez utiliser pour faire ça. Donc on a tout ce boilerplate pour tester juste une seule vue. Et là j'ai fait un seul cas de ma vue, un seul view model. Donc j'ai testé ça marche bien, mon test il passe, je suis content. Et puis à un moment je mets mon app en prod, je la teste et je me rends compte que j'ai ça. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait il y a un problème ici où la source est passée sur mon nivage et pourtant mon test avant passait bien. Et ça c'est dû au fait que dans mon test j'ai écrit une seule input, un seul view model à la main et que j'ai pas pu tester tous les cas possibles. Et j'aurais aimé en fait donc, j'ai testé un seul cas et j'aurais aimé tester tous les cas possibles de ViewModel pour les passer à ma vue et pour qu'ensuite je vérifie qu'elles se layout bien et que les snapshots sont corrects. Or, tester tous les ViewModels possibles, on voit bien que c'est quelque chose de théorique et de pas réalisable. Donc une solution pour faire ça, ce serait de se dire d'en générer un grand nombre. Donc pour ça, on va en fait générer à chaque fois qu'on run un test une centaine de ViewModels qui vont être aléatoires et on va tous les faire passer dans notre vue. Et comme ça, à chaque fois qu'on va passer un test, on aura 100 nouveaux ViewModels qui vont être générés. Et à chaque fois, on peut tester un grand nombre de cas comme ça, ce qui est assez intéressant. Alors cette idée de prendre un algorithme, de prendre une input aléatoire et de tester notre algorithme avec, ça vient en fait du property-based testing. Je crois qu'il y a déjà eu un talk sur le sujet ici. Un bref rappel, l'idée c'est donc on veut tester un algorithme, on génère des inputs aléatoires et on veut trouver une propriété à la fin qui va être vraie quelles que soient donc nos entrées une fois que je les ai fait passer dans mon algorithme. Ça s'écrit comme ça théoriquement pour tous mes x, y, z, peu importe, tel qu'ils vérifient une certaine précondition, j'arrive à trouver une propriété qui va être vraie sur ces x, y, z à la fin. Si je prends un exemple simpliste, si je veux tester la fonction sort d'un tableau d'entier, donc de Swift, avec un property-based testing, c'est juste, je prends tous les tableaux d'entier que je peux, n'importe lesquels, il n'y a pas de précondition, j'applique sort dessus, et ma propriété, en fait, c'est de me dire que mon tableau en sortie est bien trié. Donc ça doit être vrai, quelles que soient mes entrées, qui sont tous mes tableaux d'entier. Et pour tester qu'un tableau est trié, c'est juste comparer que chaque élément est inférieur ou égal à l'élément d'après. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail du property-based testing, vous aurez pareil la librairie à la fin du talk. C'était juste pour introduire qu'on peut l'utiliser pour faire du test de vue. Et donc l'idée, ce serait de se dire, toutes mes inputs, ça devient mes view models, je les génère aléatoirement. Mon algorithme, c'est je configure ma vue avec ces inputs. Et ma property, c'est ma vue se layout dans un état correct où mes snapshots sont corrects. Donc si on va appliquer cette idée au code qu'on avait juste avant, on avait ce gros boilerplate. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute la fin ici, la refactor dans une autre méthode qu'on va appeler test_article_view, et donc mon test devient beaucoup plus simple. Je crée mon input, et ensuite je teste ma vue avec cet input. Et ce qu'on veut arriver à faire, au final, c'est arriver à ça, avoir un tableau de random view models, et à chaque fois tester notre vue dessus. Toute la question maintenant, c'est de savoir comment on génère ce tableau du modèle de manière efficace, sans qu'on ait trop de code à écrire, parce que, comme le disait Vincent, le but c'est que la machine fasse le gros du taf. Alors, pour ça, on a des random generators. Ce que c'est derrière en Swift, c'est juste une structure qui va être générique, donc gen pour générateur, et elle est générique dans un paramètre A, et donc ça va être un générateur de A, donc un générateur qui nous donne des instances aléatoires de A. Cette structure, elle contient juste c'est pas très important ici, mais elle contient une fonction derrière qui, à partir d'un RNG qui est un random number generator, va nous fournir une instance de A. Le gros avantage de ce type
Et là encore, je vais juste voir la surface de ce type-là pour vous donner les bases que vous pourrez creuser après. C'est qu'il est très composable. Imaginons qu'on veuille créer un générateur de mots qui sont des mots en minuscules, donc des lettres de A à Z et des tailles variables. Et ça à partir d'un générateur plus simple qui est juste un générateur d'entiers. Ce que je peux faire, c'est déjà récupérer un générateur d'entiers. Donc voilà, choose any, ça me donne un générateur d'entiers. Ensuite, ce que je peux faire, c'est filtrer les entiers qui sont générés aléatoirement pour vérifier qu'ils sont entre 97 et 122. Donc pourquoi 97 et 122? C'est parce que c'est les codes Unicode des caractères petit a et petit z. Donc là, en gros, je récupère tous les entiers qui correspondent entre a et z. Donc là, j'ai toujours un générateur d'entiers qui me génère des valeurs, mais cette fois qui sont comprises dans ce range. Une fois que j'ai ces entiers-là, j'ai envie de les mapper dans des caractères. Donc je peux utiliser la fonction map qui va me permettre de convertir un entier en un caractère. Une fois que j'ai réussi à avoir un générateur de caractères, on voit bien que pour avoir une string, il m'en faut plusieurs des caractères. Donc je peux passer d'un générateur de caractères à un générateur de tableau de caractères grâce à proliferate. Et une fois que j'ai un tableau de caractères, j'ai gagné, j'ai juste à mapper dans une string. Et avec très peu de code, on voit, sans même parler de random, en fait, je ne sais pas comment le générateur d'entiers est implémenté derrière, à la limite je m'en fous. Ce que je veux, c'est juste arriver à le composer facilement et à créer un générateur plus compliqué par la suite. Si on prend une autre idée, si on veut générer des couleurs aléatoirement, on voit que ce n'est pas juste un type primitif, on a besoin de générer un rouge, un vert et un bleu. Donc pour ça, on peut déjà se créer par exemple un component générateur qui va être juste un générateur de CGFloat. Donc globalement, on va générer une valeur entre 0 et 255 qu'on va ramener entre 0 et 1. Et après, si je veux générer une couleur aléatoire, je peux passer une clausure en fait, à mon générateur qui va être appelé au moment où il a besoin de créer un nouvel élément aléatoire. Donc on voit que pour rouge, vert et bleu, je vais en fait utiliser le générateur plus simple que j'avais créé avant pour générer ces valeurs-là. Donc là, en fait, j'ai réussi à avoir un générateur de couleurs juste en ayant un générateur en fait, de float à la base. Donc pourquoi je vous explique tout ça? Parce que le but, c'est quand même qu'on génère nos viewModels aléatoirement, donc on crée un générateur de viewModel. Ce qu'on peut faire, on va commencer à faire ici, on va imaginer que j'ai plusieurs générateurs de mots, de phrases et d'images. Donc une image, c'est le même principe, hein, c'est genre on peut générer une couleur aléatoire, des tailles de l'image aléatoire, et ça me donne une image en fait aléatoire. Donc après, j'arrive à récupérer un générateur du modèle. Comme on l'a vu, je retourne une instance de mon viewModel où j'utilise les générateurs que j'ai définis juste au-dessus, ici. Et là, je peux avoir, grâce à ce générateur, plein d'instances aléatoires de mon viewModel, gratuitement, juste en ayant implémenté ça. Donc pourquoi on a fait tout ça? Pour pouvoir générer tous nos viewModels, les faire passer dans notre vue, et à chaque fois tester notre vue avec. Ce qui donne en pratique ça, par exemple. Donc j'ai une première génération de viewModel avec des textes assez courts. Une deuxième génération où voilà, j'ai le titre qui est un petit peu plus long. À chaque fois, c'est aléatoire. Là, j'ai le titre qui passe sur 2 lignes. Donc en fait, je peux voir en plus visuellement l'état de ma vue avec toutes les inputs possibles, ce qui est super pratique pour débugger finalement notre vue et voir comment elle réagit au monde extérieur. Et enfin, je tombe sur le cas qui posait question tout à l'heure, qu'on avait en prod, le cas où la source, là, le troisième label, en fait, passe sur l'image. Et on a bien le problème. Et donc on aurait pu, en fait, grâce à cette méthode-là, vérifier que toutes nos contraintes étaient bien mises dans notre vue. Parce que là, en fait, finalement, c'est juste la contrainte entre le label et l'image qui n'a jamais été mise. Ça arrive, on drag and drop le label un peu trop vite dans le xib et on oublie de mettre toutes les bonnes contraintes. Donc grâce à ça, on a pu générer plein de valeurs aléatoires et surtout catcher avant de mettre l'app en prod les problèmes qu'il peut y avoir de layout. Pour récapituler, donc, on a vu qu'il y avait deux manières de tester une vue de manière unitaire. La première, c'est de faire des tests de snapshot. Donc pour ça, il y a deux librairies qui sont assez connues qui s'appellent Snapshot Testing et iOS Snapshot Test Case. La deuxième manière de faire, c'est de tester le layout. Donc on ne regarde plus l'aspect visuel, mais plus l'aspect est-ce que ma vue intrinsèquement est bien valide. Donc pour ça, j'ai créé une librairie interne à Faber Novel qu'on a appelée AD Assert Layout,
qui est un port en Swift d'une ancienne librairie de LinkedIn. Donc voilà, que vous pouvez aller regarder, vous inspirer, contribuer si vous avez envie. SwiftCheck, c'est la librairie qui va vous permettre de faire du property-based testing et qui contient notamment le type gen dont j'ai parlé juste avant. Je vous encourage à aller regarder si ça vous intéresse le sujet de cette librairie, parce qu'elle est très très bien faite et la doc est super bien écrite. Donc on apprend plein de trucs et puis ça donne des idées sur comment on peut tester notre code un petit peu différemment. Et enfin, AD Layout Test, c'est en fait une librairie que, pareil, on a fait chez Faber Novel, qui permet d'agréger les 3 premières et de rendre l'utilisation de tout ça un peu plus simple. En pratique, à la fin, on a juste à écrire un générateur du modèle, et après, ça fait tout globalement automatiquement. Ça nous génère les snapshots de toute notre vue, comment elle réagit à tous les vues modèles. Donc c'est super pratique pour débugger et puis voir où il y a des problèmes. Je vous ai mis tous les liens à la fin. Et globalement, j'ai fini de parler. J'espère que vous aurez appris des trucs. Je voulais pas me focus sur le code, mais plus sur les idées. Et j'espère que ça vous aura donné envie de creuser un petit peu tout ça. Si vous avez des questions. En pratique, vous le mettez en place sur des projets qui sont très très gros parce que du coup, vous ne pouvez pas tester toutes les vues ou des vues qui sont très générées. Enfin, quel est le rapport entre le temps gagné, ce que tu dis qu'à la fin, ça va vite, mais tu as quand même beaucoup de choses à mettre en place. Donc tu as intérêt d'avoir beaucoup de vues à traiter ou beaucoup de vues générées dans ton application pour pas juste pouvoir le voir à l'œil avant de pousser en prod, quoi. En pratique, nous on l'utilise déjà pour débugger une vue. Par exemple, tu veux voir tous les états de ta vue au moment où tu la codes, en fait, pour savoir un peu comment elle réagit à l'extérieur. Des fois, tu as des vues quand même super complexes où tu te dis qu'est-ce qui se passe si mon label il est plus gros, plus petit, enfin, etc. Et après, le test en lui-même n'est pas très compliqué à implémenter. Au final, c'est juste un générateur, sachant que le pod que je présentais à la fin inclut déjà des générateurs plus simples de mots, d'images, etc. Donc tu as juste dans ton vieux modèle à remplir de quoi tu as besoin finalement. Et après, ça fait tout pour toi. Donc tu n'as vraiment pas plus de code à écrire que quand tu faisais l'input manuellement, comme je l'ai montré au début, où il y a une vingtaine de lignes. Et est-ce qu'au niveau des cas de test, tu arrives vraiment à tester des trucs, tu arrives à être exhaustif, c'est souvent le gros problème, c'est d'arriver à être exhaustif surtout sur de l'UI, de façon automatique, quoi. Enfin, dans les Je peux pas te prouver que je suis exhaustif parce que c'est aléatoire. Après, je sais que je serais toujours plus exhaustif que si je l'avais fait à la main, en fait. C'est non, et plus sur vraiment la partie qui valide à la fin, quoi. Tu vois, le fait que, comme tu nous as montré, qu'il y ait 2 trucs qui se chevauchent, quoi. Oui, bah alors là, ça dépend de... Enfin, la librairie que j'ai utilisée est assez simple sur ça. Après, rien n'empêche de complexifier, de te créer tes propres règles de layout si tu as envie de tester plus de choses. Et après, tu testes un peu ce dont tu as besoin aussi. Tu sais que tu as vu alors des problèmes à tel endroit et tu vas te focus sur ça, quoi. Toujours les mêmes. Du coup, c'est vachement intéressant. Vous avez des systèmes d'une fois sur... Enfin, j'imagine que ça peut être aussi super intéressant de l'avoir sur une plateforme Unpeak. Et du coup, ça peut générer beaucoup plus de tests que ce que tu as envie de générer quand tu es sur ton ordi. Est-ce que ça a un intérêt et est-ce que vous avez un moyen, une fois que vous avez un cas d'erreur qui est trouvé par les tests, qui ont été générés aléatoirement, de le reproduire à chaque fois? Parce que, ouais, alors on n'a pas automatisé avec beaucoup de tests. Là, c'est une centaine qui sont en run à chaque fois que toi tu lances les tests, en fait. Et pour le cas effectivement qui fail, SwiftCheck, la librairie qui permet de faire du property-based testing, te donne effectivement quelle est la valeur qui a fait fail ton test, et te donne aussi un seed qui permet de te remettre dans les mêmes conditions exactes pour rerun ton test, comment il fail en fait, comme il fail. Donc tu peux utiliser ce seed pour générer des valeurs qui sont plus aléatoires mais vraiment déterministes. Cool. Du coup, j'imagine que si tu veux combiner à la fois et générateur et snapshot, il faut que tu fixes la graine du coup. Exactement, sinon... ouais. Tu es obligé de fixer ton seed et ensuite de garder le même à chaque fois.
Et par contre, tu peux générer comme ça plein de snapshots d'un coup sans avoir besoin de les écrire à la main, quoi. C'est surtout l'avantage, quoi. Ouais, c'est pas mal. Personnellement, les snapshots, on s'en est servi sur une application où on n'avait pas de test du tout. Et en faisant du coup les snapshots de toutes les vues, je crois on a un stagiaire qui a passé une semaine là-dessus. Et on a eu une couverture de test sur l'app qui est pas idéale, mais à un moment donné, on a dit bah voilà, ça c'est le rendu qui est en prod depuis un petit moment. On va admettre qu'il est bon, on le fige, puis non, c'est un truc qui bouge, on le verra. Et ouais, c'est vrai, le retour sur investissement est super bon. Ouais, le problème du test de snapshot, c'est qu'il faut attendre que ton app soit dans un état, effectivement, qu'elle soit en prod, quoi. Vraiment, tu puisses dire ça c'est bon, je valide, et maintenant tout ce qui bouge est une erreur, quoi. C'est ça. Pas d'autres questions?